got that steal too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts Oh, on yeah! Let's play pick and roll with it. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another Oladipo. one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod sur 7, le podcast dédié à l'actualité des Indiana Pacers. Et encore une fois, nous ne sommes pas deux et encore moins trois, nous sommes quatre cette fois, avec deux invités, deux fans des Boston Celtics. Le premier, Jogan Bonito. Thomas, comment tu vas? Salut Logan, ça va? Merci pour l'invitation et ravi d'être là. Avec plaisir. Thomas, membre du roster également. Et il n'est pas seul, il est accompagné de Kevin, The Green Cigar, et également membre du roster. Comment tu vas, Kevin? Salut Logan, salut Silweb, salut Thomas. Je vais très bien, je suis très content d'être présent ici. Et voilà, il y a une petite symbolique derrière cette série pour moi, donc je suis content et on va en parler, voilà. Et bien sûr, le concerné, Web, comment tu vas? Ça va très bien, hein. Seule personne qui n'est pas membre du roster là-dedans, je fais un peu tâche. Mais ça fait plaisir. Je suis content de refaire un épisode. C'est du taf, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer un tour de plus? Et puis, ça va être super. Exactement. Et si on est là pour la troisième fois pour évoquer les playoffs, c'est qu'on a encore une fois passé un tour, cette fois-ci contre les New York Knicks, après un Game 7, un superbe Game 7 qui s'est passé. Donc là, on enregistre le lendemain matin. Donc la commu est super contente. Les Celtics aussi, parce qu'ils vont enfin rejouer après des jours d'attente. Donc on va revenir très brièvement sur nos deux séries respectives, les demi-finales de conférence, et on va s'attaquer aux gros morceaux. On va laisser commencer nos invités, bien sûr. Boston-Cleveland, donc une série qui s'est terminée sur le score de 4 victoires à 1 en faveur des Verts. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, messieurs? Bah, je vais me permettre de commencer. C'était une série pour laquelle on s'attendait à un peu plus de résistance, pour ma part en tout cas. Mais la clé de la série, ça aurait été les blessures du côté des Cavs, puisqu'il faut signaler que les Cavs n'ont pas joué avec Jarrett Allen de toute la série. Donc ils ont dû jouer avec un intérieur qui est Evan Mobley, qui nous a fait d'ailleurs beaucoup de mal. Les games 4 et 5 ont été avec l'absence de Donovan Mitchell, qui est probablement la raison pourquoi les Cavs ont pris un match et nous ont fait plutôt peur sur la majorité sur quelques rencontres. Puis game 5, ils n'avaient pas Caris LeVert. Donc la clé de la série plutôt, ça a été les blessures des Cavs. Nous, on n'avait que Kristaps Porzingis de blessé. Et on a réussi à s'en sortir. Pas facilement, puisqu'il y a eu des matchs où très clairement on a cru qu'on allait, se rater. Le game 2 où notamment les Cavs nous battent à plat de couture au TD Garden, pas grand chose à dire. Et finalement, oui, on s'en sort 4-1, un peu comme contre Miami. C'est un peu la même dynamique. C'est deux séries où on est favori, où on fait le taf, mais on n'est pas dominant. Donc voilà, va falloir voir ce que ça va donner. Et là, on sent que, personnellement, en tout cas, je sens que Indiana, ça va être un autre calibre, mais on va en parler. Thomas, tu as un mot à dire? Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Kevin. Je pense que le score de 4-1, il est même flatteur un peu pour Boston. Plus même que face aux Heat, j'ai l'impression. Ils ont plus posé de problèmes quand même. Et malgré les blessures, je crois qu'il y a vraiment que le game 1 qui est un gros blowout. Après le reste, c'est beaucoup plus serré. Le 5 où il lâche sur la fin, mais sinon, c'est des matchs quand même disputés. Mais voilà, on n'a pas affronté un adversaire à 100%, ni vraiment en mesure de pouvoir répondre à tout ce qu'on pouvait leur opposer, quoi. Donc, on n'a pas pu vraiment se juger face à ces Cavs-là.
Un parcours qui est peut-être assez similaire quand même à celui d'Indiana sur ses playoffs en tout cas, parce que nous aussi on a beaucoup affronté des blessures, Mm. et évidemment ça baisse un peu le niveau de jeu et peut-être les résultats réels, mais pour le coup ça va être peut-être intéressant de voir une équipe de votre côté qui sera un peu plus au complet que ce qu'on a pu affronter, et vous aussi techniquement, en étant un peu plus, en affrontant une équipe qui sera au complet presque, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la première série où on affronte une équipe quasiment à 100% LC. Tu le disais, Ben Maturin est absent de votre côté. Nous, c'est Kristaps. Ça va être quelque chose de, j'irais pas dire difficile, mais ça va être un vrai test parce qu'Indiana a les armes pour nous déranger, que ce soit déjà offensivement. Alors défensivement, il y a cette idée que Indiana est peut-être plus faible que la majorité des équipes. À voir, là encore. Mais il y a moyen de nous faire poser problème offensivement. Donc pour moi, la clé, ce sera la défense. Et effectivement, ça va être le premier test face à une équipe qui est LC, qui n'a pas ses meilleurs joueurs de blessés. Donc ouais, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Pour rebondir, je vais évoquer la série qui vient de se finir entre les Pacers et les Knicks. Donc, comme disait C-Web, les blessures, encore une fois. Et bon, c'est redondant parce que c'est pas notre faute, on nous le reproche. Mais on est là, on joue, quoi. On est très content d'affronter une équipe enfin quasiment au complet pour pouvoir se tester. Donc c'est deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs hein, au moment d'aborder ces playoffs. Une qui est clairement contender, l'autre qui en a année 2 d'un projet. Bon, au niveau de la pression, je pense qu'il y a quand même un gap. Ça va être très intéressant. On va évoquer les points tactiques, etc., les points clés de la série. Bon, on est content de pouvoir enfin se tester et pour potentiellement ajuster l'effectif cet été, quoi. Avoir des vraies bases de ce qui marche en playoff ou pas. Bah, pour revenir un peu sur cette série Pacers-Knicks, il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Je pourrais en parler 1 heure si on me laissait seul, mais il va falloir faire court, et bah, je trouve que c'est une très bonne série côté Indiana. J'étais vraiment très agréablement surpris par la qualité du jeu d'Indiana et par le sérieux de l'équipe. C'est pas toujours quelque chose qu'on a vu en saison régulière, mais on a vu des joueurs qui étaient vraiment très appliqués, très concentrés, avec une envie de gagner qui était forte. Ça a été un vrai régal à suivre. Donc je suis content que c'est pu arriver à ce point-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Logan, sur cette série. Les batailles tactiques essentielles qu'on avait évoquées dans le podcast, à savoir le rebond, je trouve qu'on a vraiment tenu la dragée haute. C'est l'expression se dit, je sais plus. Je crois. Bref, en tout cas, on a regardé dans les yeux ces Knicks qui sont réputés pour être l'équipe qui est la plus dominante au rebond. On a su imposer notre rythme. Quand même, la fréquence de transition était à ce point bonne pour pouvoir déployer notre jeu. L'attaque a bien marché. On est revenu à du système défensif plus classique, contrairement à toutes les défenses en edge qu'on a pu faire contre les Bucks, et notamment Damian Lillard. Là, c'était vraiment des schémas classiques, mais quand même avec beaucoup d'aide sur un Bronson qui nous a fait quand même très mal. Hein. On se souvient du game 6, c'est lequel où il met 44 points. J'ai un trou de mémoire. C'est le 5, non? 5. En tout cas, il a été très esselé et il a quand même fait mal à sa manière. On connaît Jalen Brunson qui est un des meilleurs de la ligue. Je suis fier de cette équipe, de ce qu'on a pu proposer. Et voilà, comme tu as dit, on pourra en parler 1 heure, mais on va faire court et on va passer à la suite, au gros morceau. Cette preview Pacers Celtics tant attendue. Indiana a réussi sa saison. Je pense que c'est un point qu'on peut apporter aussi pour continuer à parler de cette équipe. La saison est d'ores et déjà réussie, même si on pouvait déjà avancer qu'elle a été réussie quand on a battu les Bucks. Mais là, ce qu'a proposé Indiana, beaucoup voyaient cette équipe 10e, 11e à l'entame de la saison régulière, et elle a réussi à pousser jusqu'au bout. Évidemment qu'il y a eu des conditions qui ont bien aidé, les blessures notamment, qui ont bien aidé Indiana jusque-là, mais quelle saison de la part d'Indiana. Et là, on arrive face à Boston, un adversaire de grosse taille, et il y a un peu ce paradigme de Indiana a gagné sa saison, mais tu sens qu'ils ont quand même envie d'aller le plus loin possible. Et donc cette équipe va jouer relâché, et ça va être intéressant à voir.
justement, parlons-en de cette série, on y vient. Donc les Celtics, les Pacers, les deux plus grosses attaques de la saison, respectivement premier et deuxième. On parle des Celtics et des Pacers, avec un offensive rating de 122 et 120. Et ça se retrouve également en playoff où les deux attaques survolent tout. Les Pacers sont la meilleure attaque de ces playoffs. Les Celtics les suivent, encore une fois, en étant second. La vraie différence se fait défensivement, bien sûr, où les Celtics, en plus d'être une top offense, est également la deuxième meilleure défense de toute la saison régulière. Contrairement aux Pacers, j'ai pas trop envie de le dire, mais on est 24e. Donc voilà pour les forces et faiblesses des deux équipes. Bien sûr, on va approfondir. Présentation globale. Par quoi voulez-vous commencer, messieurs? On parlait de l'attaque, peut-être pour Boston. Commencez par nous un peu de votre attaque. Quelles sont les forces de cette équipe de Boston en attaque? Comment est-ce que votre jeu s'organise? Ça peut être un premier point de cette preview, pour voir un peu qu'est-ce que c'est l'identité de Boston en attaque. Je vais parler, je pense, sur le contrôle de Thomas, qui rajoutera ou qui corrigera des choses. La clé de notre attaque, le fait qu'on a plein de joueurs qui savent aller au panier, voilà. Ça, c'est la première chose, parce que la profondeur du 5 majeur est, je pense, la plus grande de toute la ligue. Hein. On va rappeler rapidement le 5 majeur: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum et Kristaps Porzingis, actuellement blessé, mais à l'Horford aussi. Ça sait faire de très belles choses. Notre banc est aussi très très propre, puisqu'on joue avec un banc avec Sam Hauser et Peyton Pritchard. Notre force offensive, c'est aussi et surtout le spacing. Chose qu'on a pu voir d'ailleurs hier avec Indiana au Game 7. On vit et on va mourir des 3 points. On est très très bon pour créer des espaces. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la série face au Heat, c'est que le Heat avait vraiment Spoelstra avait mis en place un plan anti-Tatum, en le prenant en général à 1 ou 2. Plan qui a plutôt bien fonctionné, mais comme on a cette profondeur dans l'effectif, on arrivait à notamment laisser plus de responsabilités à des joueurs comme Derrick White, qui aura encore une fois martyrisé le Heat, à des joueurs comme Jaylen Brown. Donc notre force, ça va être ça, et puis c'est aussi et surtout les 3 points, parce que notre équipe tourne très bien à 3 points. Sur le banc, on a Peyton Pritchard et Sam Hauser qui sont d'excellents shooters. On a Al Horford qui a vraiment développé un shoot à 3 points depuis désormais 3-4 ans. Ouais, vraiment, notre force, c'est notre profondeur offensive et je dirais le spacing, ce qui nous empêche pas aussi des fois d'aller au panier. Et j'ai vu plus de choses provoquées par les Celtics en allant au panier face aux Cavs qui m'ont quand même bien plu. Donc peut-être à voir, même si je sais pas si on va trop s'appuyer sur aller au panier face à Miles Turner et à Pascal Siakam. Mais je pense que la clé, ce sera pour nous le spacing. Merci bien pour cette longue description, très concise, et c'est parfait. Je sais pas si Thomas, tu as beaucoup de choses à rajouter, Bah, même si déjà beaucoup ont été dit. En playoff, quand Kevin disait voilà, mourir et vivre par le 3 points, c'est sur ces playoffs, il y a que 3 matchs où on shoot à moins de 30% à 3 points et on en perd 2. Nos 2 seules défaites. Donc ce sera forcément une clé. Cette équipe-là, si tu l'empêches pas de shooter, je pense que c'est quasiment impossible de la battre. Si tu la laisses prendre feu, parce que c'est déjà de base des très bons shooters, et quand en plus voilà, la confiance collective de voir les autres rentrer des shoots fait que ça va très très vite, et c'est ça qui a poussé cette attaque, qui l'a propulsé tout au long de la saison. Après voilà, il y a la donnée de l'absence de Porzingis qui change quand même beaucoup l'attaque des Celtics, parce qu'il était quand même majeur, surtout en régulière, parce qu'il amène un petit peu de variété offensive. C'est l'un des seuls joueurs de vrai post-up de l'effectif. Après, je suis pas sûr que ce soit forcément le truc dont on aura le plus besoin face aux Pacers, mais voilà, ça diversifie l'attaque, ça la rend moins... Même si elle reste, quoi qu'il arrive, hyper prévisible. L'attaque des Celtics, c'est sans doute son plus gros défaut. Mais ça amène un peu de variété et ça fait jamais de mal. L'absence de Porzingis fait que les Celtics vont jouer avec quasiment qu'un seul intérieur de la série. En tout cas, jusqu'au retour de Porzingis, on parle peut-être que de 2 matchs d'absence, peut-être 3. On verra. Mais tant qu'il ne reviendra pas, voilà, les Celtics vont jouer avec Al Horford quasiment 40 minutes, 35-40 minutes. À voir si finalement il y a un Tillman qui s'ajoute à
ou un Cornet, mais qui joue plus que 10 minutes. Parce que pour l'instant, c'est des joueurs qui ont été très très peu utilisés des playoffs. Donc à voir s'ils seront utilisés pour répondre à la densité intérieure des Pacers. Pour appuyer vos propos sur vos tendances au tir, pardon, le 3 points, effectivement, vous êtes, que ce soit en saison régulière ou en playoff, l'équipe qui en tente le plus, avec 43,7% de ses tirs. Donc c'est près de la moitié de vos tirs qui sont à 3 points, c'est énorme. Et le combo gagnant, c'est que vous les mettez. Vous êtes la deuxième meilleure équipe en saison régulière, la quatrième sur ces playoffs. Donc légère baisse en playoff, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Tant qu'il y a le volume et que ça rentre, bah, ça fait très mal. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin, sur le fait de pouvoir aller au cercle, les joueurs peuvent, vous avez la capacité, vous avez le talent, mais est-ce que l'équipe le fait assez? J'ai pas l'impression. Que ce soit en saison régulière où vous êtes la 26e équipe pour aller au cercle, ou en playoff la 15e sur 16, vous n'y allez pas tant que ça et c'est problématique, mais quand vous y allez, paradoxalement, vous êtes ultra efficace. En playoff, vous mettez 75% de ses tirs. Vous êtes la deuxième équipe qui fait le mieux. On sait que les Pacers ont des problèmes défensifs, notamment sur ce point. On va voir si vous allez appuyer sur ça, parce que ça peut être un élément clé de la série, cette fréquence de tir au cercle. Parce que vous avez les moyens, vous avez le talent pour finir au cercle. Ça va être très intéressant de voir si Joe Mazzulla s'entête ou pas avec le tir à 3 points, parce qu'on sait que c'est un tir qui a beaucoup de variance, hein. Si ça tombe pas dedans, bah, ça peut vite être problématique. Si, comme vous dites, vous vous reposez vivre ou mourir avec le 3 points, ça peut vite devenir problématique. Mais on va voir ce que Joe Mazzulla nous prépare, si le staff a bien analysé les faiblesses des Pacers. En tout cas, j'espère pas. mais on verra. Pour compléter ce point, il y a un truc que je trouve assez intéressant vis-à-vis des 3 points des Celtics, c'est qu'en fait, quand on regarde sur la saison régulière, l'équipe qui concède le moins de tirs à 3 points, c'est Indiana. Indiana, on laisse en moyenne 30 tentatives de tir à 3 points pour ses adversaires. Et c'est de très très loin l'équipe qui en concède le moins. Après, c'est la deuxième qui en concède le moins, c'est Denver, mais il y a 2-3 points d'écart. Donc, on voit qu'Indiana a quand même une défense qui est très centrée autour de la défense des 3 points, en grande partie parce que ses forces lui permettent mieux de défendre cette zone-là. Et, comme a pu dire Logan, le penchant, l'autre penchant à ça, c'est que on en encaisse et on défend moins bien le cercle. Et de l'autre côté, on a Boston qui, eux, sont extrêmement adroits à 3 points, qui en tentent énormément. Donc ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant de voir cette bataille de est-ce que Boston va réussir à continuer à prendre autant de tirs ou est-ce que Indiana va réussir vraiment à les rendre plus difficiles, à les forcer à en prendre moins. J'ai du mal à me dire encore pour le moment comment ça va se passer. Et pour moi, c'est vraiment un point qui est assez clé. Qui de Boston ou de Indiana arrivera vraiment à imposer son jeu à l'autre équipe sur la ligne à 3 points. Et justement, je te pose la question, Webb, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Est-ce que tu aurais laissé les habitudes de Boston, donc c'est-à-dire moins défendre les close-out, donc sur les tirs à 3 points, et laisser cette habitude ou les forcer à aller au cercle, sachant que quand ils y vont, bah, ils réussissent très bien. Donc c'est un sacré dilemme. Pour moi, il y a vraiment le problème qui a très mal été évoqué par Kevin, notamment, c'est le spacing de Boston. Boston a un spacing tellement fort que tu te fais punir tout le temps. Quand on regarde sur les playoffs, là, tu as des... J'ai pas les stats sous les mains, mais tu as des Derrick White qui shoot à 43% sur les playoffs, Brown qui est très bon, Horford qui les met tous. Ils ont vraiment tout pour punir. Et je pense que ça peut vraiment être compliqué pour Indiana, surtout si ils se commencent peut-être à lancer des isolations pour Tatum seul avec 4 joueurs autour qui font du spacing. Et je pense qu'Indiana se retrouvera peut-être plus à vouloir concéder des tirs au cercle sur des situations d'isolation, peut-être sur des situations de hero ball, que de laisser les snipers de Boston tirer. Surtout que Indiana a une défense du cercle qui est en volume qui est très mauvaise, mais qui en efficacité est pas si horrible que ça. Donc je pense que peut-être qu'Indiana préférera se prendre des paniers au cercle. Mais ma question, c'est peut-être pour les fans de Boston, pour Kevin et Thomas, est-ce que vous pensez que Boston peut se décider à vraiment prioriser son jeu sur l'attaque de cercle, ou est-ce qu'ils ont peut-être des habitudes un peu trop centrées autour des tirs à 3 points qui vont faire qu'ils vont pas forcément aller chercher à punir? Est-ce que Boston est capable d'aller punir ces zones-là sur des séries en 7 matchs, par exemple? Punir, oui.
Sur séquence, peut-être pas. C'est le gros problème, c'est que voilà, les habitudes, elles sont ancrées. Ça date pas juste de cette année. Boston le tire à 3 points, mais ça a été amplifié avec l'arrivée de Porzingis. Mais on a vu Boston tenter des tirs compliqués à 3 points, s'entêter un peu face au Heat, parfois un petit peu face aux Cavs aussi, alors que le cercle pouvait être un peu ouvert, ou même du mid-range. Je suis entièrement d'accord, je pense que Indiana, pour le coup, a tout intérêt à, bon, évidemment, pas laisser des lay-ups ouverts, hein, mais à continuer à vraiment défendre à l'extérieur et voir si Boston, en fait, s'ajuste et s'en sert pour punir Indiana. Mais je suis pas certain que Boston, en volume, soit capable de réellement punir Indiana à l'intérieur en se forçant à jouer un peu contre nature, quoi. Oui, oui, exactement, Thomas, je suis assez d'accord avec toi. Contre les Cavs, déjà, on aurait dû attaquer au panier, parce que dans une attaque qui est en face, ou une défense qui est en face avec eux, Evan Mobley, qui est certes un bon défenseur, mais il n'y avait pas la classique raquette habituelle avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Il aurait fallu attaquer au panier et provoquer des fautes. Ça a été une de mes principales critiques au Game 2, c'est qu'on ne l'a pas fait assez. Et même sur les autres matchs, on ne l'a pas fait assez. Honnêtement, à part Derrick White, qui est quand même assez chiant à jouer dans le sens où il peut très bien marquer les 3 points comme mettre ses flotteurs plus proches du panier, je pense que on va beaucoup forcer à 3 points. Ça m'étonnerait pas qu'on force énormément à 3 points. À voir après, à voir si on décide d'aller plus au panier. Ça fonctionne, comme tu l'as dit Logan, on est extrêmement efficace dans ce domaine. Maintenant, est-ce qu'on sera capable d'aller contre nature et de changer un plan de jeu qui est quand même assez bien défini et qu'on voit assez bien depuis le début de la saison régulière? J'ai plus de doutes pour ma part. Pour rebondir, moi, ce qui me fait peur, en fait, avec ces Celtics, c'est que même les tirs contestés, ils les mettent. Et ça m'amène à penser que Joe Mazzulla ne va pas changer son système offensif. Et ça m'amène aussi à parler un point que je voulais évoquer. Ça va te dire quelque chose, Kevin, je t'avais mentionné sous un tweet. Les tirs ouverts pour les deux équipes. Par Haliburton et McConnell, les Pacers sont l'équipe qui assez largement, vraiment, s'offre le plus de tirs wide open. Pas ouvert, hein, vraiment grand ouvert. Avec 29,3 tirs par match durant ces playoffs. Et au contraire, ces Celtics, par peut-être manque de playmaking ou de hero ball, je ne sais pas, n'ont pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de tirs ouverts. Donc 15,4 tirs tentés par match seulement. C'est la 14e équipe sur 16 sur ces playoffs. Et c'est même la dernière si on regarde juste les demi-finalistes. Donc c'est vraiment une équipe qui se complique la vie, entre guillemets, mais qui arrive à les mettre quand même. Et j'ai envie de mettre ces deux choses en corrélation avec ça. La première, c'est le nombre d'isolations qui a augmenté pour les Celtics. Et je pense que ça va vous parler à Thomas et Kevin. Quand ça va un petit peu mal, j'ai l'impression que Boston se remet en mode on joue des ISO et on espère que le shot making fera la différence. Entre la saison régulière et les playoffs, vous avez pris 4% de play tout simplement qui se jouent en isolation. C'est vraiment comme on parlait des tendances, enfin des habitudes offensives qui comme Thomas tu le disais, qui ne datent même pas de cette saison, hein, le tir à 3 points. Cette habitude aussi date d'un moment. Quand ça va un peu moins bien, bah ISO Tatum, ISO Brown, un peu du à toi à moi, tu vois. La seconde chose que je voulais mettre en corrélation, c'est la défense off-ball d'Indiana. Je trouve qu'on a des bons éléments en 1v1, mais notre défense collective, moi, je crois que je t'en avais déjà parlé, si ouais, mais j'aime pas tant que ça. Les Ouais. mouvements sont, les mouvements sont pas bons, les déplacements sont pas bons. Et je pense que ce point, ça peut vous permettre de trouver des tirs ouverts et vous faciliter la tâche. Déjà que vous mettez les tirs contestés, si en plus vous arrivez de par notre mauvaise défense off-ball et pour le peu que vous faites bien circuler le ballon, vous trouvez les bons tirs, bah vous facilitez la vie en fait. Désolé, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse parler. Bah, tu m'as rappelé un cauchemar. Tu m'as rappelé le système des ISO. Je vais pas te mentir, ça va. Désolé. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je vais plutôt rebondir sur les ISO que sur le second point.
Oui. D'ailleurs, c'est un mème qui tourne énormément dans la commu Celtics ou les joueurs qui demandent attention, il y a égalité, qu'est-ce qu'on fait? ISO, give me the shot, Kobe! Pour être très honnête, c'est un peu le sentiment que j'ai. Parce que on se repose énormément sur l'ISO et c'est pas utile en fait. Parce que quand tu as une force offensive comme ça, bah, c'est pas utile de donner juste la balle à Tatum, mais en mode bah laissez-moi faire, je vais faire mon Kobe. Ou à Jalen Brown, des fois c'est pareil. Bah, c'est même contre-productif et ça fait au moins 2 ans, voire plus qu'on signale ça. Après, on a les qualités offensives et les forces pour le faire, mais c'est pas efficace. C'est problématique. Donc j'ai peur que dans un match serré, on recommence. Et c'est aussi pour ça que dans le clutch, on va vivre et mourir des ISO. Et ça fait très 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 peur, ça. Donc s'il y a un match serré avec Indiana et qu'on est à égalité, il est fort probable que ça décide de tenter une ISO et de forcer le talent. Comme le disait bien Logan, dans un sens, je trouve que là, la défense d'Indiana est très mauvaise quand il faut aller chercher, quand vous la faites bouger. La défense individuelle est plutôt bonne et Indiana essaie de cacher très très fortement sa défense collective parce qu'elle n'y est pas. Et là où Boston a vraiment une chance, c'est que si vous arrivez à sortir un peu de ce jeu d'isolation, à essayer de créer des décalages et les exploiter, dès que vous allez avoir un peu à faire bouger cette défense d'Indiana, provoquer des switches qu'Indiana ne veut pas laisser, des aides qui sont en retard, tout ça, si vous arrivez à faire bouger cette défense d'Indiana, à la forcer à défendre dans des schémas qu'elle n'aime pas, ça va être compliqué pour Indiana. Honnêtement, je le dis très honnêtement, ça peut être très compliqué pour Indiana. Vraiment. Donc, je pense que vous avez un coup à jouer. Et ça va être aussi peut-être une question de rigueur de votre côté à voir que ça marche. Vous allez vous en rendre compte assez vite que quand la défense d'Indiana bouge, ça marche. Et à essayer d'appuyer là où ça fait mal. Vous pouvez continuer à jouer sur ISO et prendre des 3 points plus compliqués, c'est sûr. Vous avez clairement le talent pour y arriver, même comme ça. Mais vous avez vraiment un élément qui vous permettrait de vous faciliter vraiment la tâche. C'est peut-être même demander aux joueurs de pénétrer, même si c'est pas forcément pour tirer, juste pour faire bouger les défenses, parce que Tatum qui pénètre, Brown qui pénètre, ça va forcément tirer des ailes. Et derrière, vous pouvez jouer sur le spacing, sur les décalages, sur les extra passes. Donc je pense que vous avez vraiment les clés en votre possession. Vous avez tout le talent du monde offensivement. Il va peut-être falloir les bouger un peu, essayer de les faire sortir de leur zone de confort pour trouver des zones plus simples à attaquer. Parce que, comme l'a dit Logan, je trouve que la défense off-ball d'Indiana est plutôt bonne. Et ça s'est vu contre ces Knicks. Indiana a fait le plus possible pour éviter de défendre, pour éviter de donner des switches, pour éviter de laisser de se mettre dans les positions qu'elle n'aimait pas, et ça a bien marché. Donc peut-être que vous, avec vos plus grands nombres d'armes et votre plus grosse menace, vous pouvez réussir à mettre très très mal cette défense d'Indiana. Pardon. Mais je vais rebondir sur alors le fait de pénétrer pour ensuite kick out, ça c'est un truc que pour le coup les Celtics font vraiment bien. C'est-à-dire que ça pénètre, c'est simplement que ça finit pas au cercle en fait. Il y a une vraie distinction. Et je pense que c'est aussi le genre de choses qui va venir de la défense avant tout. Ça peut être paradoxal face à une attaque excellente et une défense moyenne, voire moyenne moins. Mais jouer rapide, c'est pas forcément ce qui embêterait le plus les Celtics. Parce que c'est ce qui peut faire un petit peu paniquer les Pacers. Et l'application défensive des Celtics pourrait leur permettre de derrière jouer beaucoup plus libéré en attaque et de pas avoir à s'ancrer dans des possessions longues, lentes et qui finissent en ISO, qui finissent en shoot un peu pris à l'arrache à la fin d'horloge. Les Celtics ont clairement intérêt à faire bouger la balle. Ils en sont capables. Quand on dit que les Celtics vivent et meurent par le 3 points, c'est surtout des 3 points qui arrivent après 2 ou 3 extra passes souvent. Et à la lecture de ce que vous nous dites de vos Pacers, ça ressemble clairement à une clé. C'est que voilà, si les Celtics s'enfoncent dans des attaques lentes, ça finit quasi systématiquement sur balle à Tatum, balle à Brown. Et là, il n'y a plus de pénétration. C'est vraiment full ISO et avec une prière à la fin, quoi. Et ça, c'est clairement le truc à éviter. Même de manière générale, pour n'importe quelle équipe, souvent, c'est ce que les coachs veulent éviter au maximum. Vas-y, C'est peut-être un point que je voulais évoquer sur des adaptements offensifs que vous avez fait en série régulière. On en parlait un peu en off, mais j'ai trouvé qu'il y a ce match en série régulière. Je crois qu'il y en a même 2 en série régulière où
les consignes de Mazzulla sont claires, c'est en fait, on va juste foutre des écrans en boucle jusqu'à ce qu'on arrive à foutre Jalen Brown sur Tyrese Haliburton et Jalen Brown va attaquer Tyrese Haliburton en boucle. Et il l'a attaqué en boucle et à chaque fois c'était panier. Donc on a vu enfin, peut-être que je serais pas si pessimiste côté Celtics parce que même si ça reste de l'isolation, Boston a souvent cherché à aller attaquer les moins bons défenseurs d'Indiana et attaquer les mismatchs. Et je pense que c'est quelque chose qui va être reproduit sur ces playoffs, même si de leur côté, Indiana a beaucoup fait d'efforts pour absolument cacher Tyrese et aussi a plus d'armes pour cacher Tyrese. Si vous arrivez aussi à attaquer Tyrese, à attaquer les mismatchs, parce que vous en aurez, hein, on a aussi vu que Tatum, bon, bah, quand il est défendu par un mec plus petit, ça a beau être un très bon défenseur côté Indiana, bah, on va pas faire grand chose. Hein. Nesmith, il est petit, Ned Bard, il est encore plus petit, tu vois. Si Boston fait bouger le ballon, justement fait ses kick-out et ses extra passes et qui fait bouger la défense d'Indiana, vous avez toutes vos chances. Avec votre précision chirurgicale à 3 points, j'ai peu de doute que vous arriverez à les mettre. Vous n'avez pas beaucoup de variantes. Vous avez dit, vous avez 2 matchs, vous avez raté vraiment des tirs à 3 points sur les playoffs, c'est très peu. J'avais envie d'évoquer un autre point clé, selon moi. Donc, depuis le début de ces playoffs, les Pacers ont rencontré les Bucks qui n'avaient pas un personnel défensif énorme à envoyer sur Tyrese Haliburton. Les Knicks, c'était déjà un petit peu mieux, mais Tyrese s'en est très bien sorti. Et bon, les blessures, comme dit, n'ont pas aidé. Cette fois, Tyrese va rencontrer sûrement son pire cauchemar possible, hein, avec Jrue Holiday et Derrick White en relais sur lui. Donc c'est une défense qui n'a toujours pas rencontré durant ces playoffs. Et en plus de la défense individuelle, la défense collective des Celtics c'est très bonne. Hein. Donc trouver le switch, ça va être compliqué. La défense que j'aime le moins personnellement, c'est celle de Jalen Brown. Je sais pas si vous serez d'accord ou pas. Selon moi, il faudra essayer d'impliquer le plus souvent possible Jalen Brown, essayer de faire des jeux à deux. Donc, si Jalen Brown est missionné sur du Pascal Siakam, par exemple, par séquence pour éviter les fautes de Jason Tatum, qui est l'élément clé quand même des Celtics, il faudra pas hésiter à proposer des jeux à deux, en tout cas l'impliquer le plus possible. J'allais dire à l'image d'un Damian Lillard, sauf que le gap défensif entre Lillard et Brown est quand même très important. Lillard, c'est quelqu'un qui ne défend pas. Brown défend, mais personnellement, je trouve que elle est correcte sans plus. C'est l'élément faible du 5, quoi. Donc, c'est dur de cibler quelqu'un dans une défense collective aussi disciplinée. Le point clé de la série, ça va être stopper Haliburton, et vous avez peut-être le meilleur personnel pour le faire avec les Wolves durant tous ces playoffs. Quoi. Ouais, alors Jalen Brown, en 1v1, ça reste comme un défenseur hyper solide, rien que physiquement, de toute façon. Et à partir du moment où il va être sur Ouais, c'est clair. un adversaire plus petit, ça restera très très fort. Après, c'est surtout sa défense off-ball qui est très très compliquée. Complètement d'accord. Ouais, parce il est pas assez attentif, je pense, et pas assez. Il a besoin d'être sur le porteur de balle pour vraiment être efficace en défense. Ouais, mais, enfin, c'est hyper compliqué honnêtement de sortir un joueur à attaquer à Boston, même en sortie de banc. Il y a beaucoup d'équipes qui, l'année dernière, un peu moins cette année, mais qui essayent d'attaquer du Sam Hauser par exemple, et qui en fait se rendent compte que c'est pas forcément un cadeau non plus. Surtout que voilà, c'est un joueur qui va jouer sa vingtaine de minutes à fond. Ouais. Trouver des mismatchs à Boston, c'est vraiment très compliqué. Le mismatch pour moi à attaquer pour Indiana, c'est Al Horford parce qu'on l'a vu vraiment en énorme difficulté contre Mitchell. Le game 2, c'était que ça. C'était un écran Mitchell qui se retrouve sur Al Horford. Moi, comme ça, de mémoire, je l'ai jamais vu autant en difficulté que face à Mitchell là, à ce tour. Il joue énormément en l'absence de Kristaps et on sent que ça commence à faire long. Là, il y a eu quasiment une semaine de repos, donc peut-être que les 2 premiers matchs, ça ira, mais si la série dure, clairement, il y a un coup pour les Pacers à chercher le mismatch sur Al Horford, voilà, Tyrese sur Al Horford à chaque fois, quoi. Plus que Jalen Brown. Ce qui caractérise un peu cette attaque d'Indiana, quand même, c'est que je trouve que Indiana, c'est plus une attaque de décalage qu'une attaque de mismatch, en un sens où d'Indiana repose beaucoup sur le mouvement de ballon, leur attaquer les décalages sous la menace à 3 points,
pour essayer d'attaquer plutôt que d'essayer de trouver les mismatchs favorables. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup côté Siakam, pour le coup, qui peut-être aura un coup à jouer. C'est compliqué encore de savoir, mais il trouvera peut-être les mismatchs. Et Tyrese Haliburton, mais là, sur la série, ça va être compliqué. À part sur Alorford, ou si vous faites un switch sur Alorford, ça pourrait être compliqué quand même pour lui. Ça va être souvent, Tyrese va aller le faire travailler et l'attaquer. Mais ma question, c'est peut-être plus, est-ce que, par exemple, défense off-ball, est-ce que Boston est une équipe qui est efficace, par exemple, sur tout ce qui va être les aides, les close-out, les rotations, savoir défendre sans switcher, en switchant? Est-ce que c'est une équipe qui est capable de faire tous ces genres de choses? Parce qu'Indiana veut que le ballon bouge en continu, veut forcer Boston à bouger la défense, à la faire bouger, à la faire commettre des erreurs. Et est-ce que Boston commet souvent des erreurs comme ça? Bah alors, Boston, c'est une équipe qui accepte le switch très volontiers. Un peu moins que par le passé, mais toujours beaucoup. Et c'est notamment pour ça que du coup Mitchell a pu se régaler face à Alorford. Mais par contre, c'est une équipe qui reste quand elle le veut, en fait. C'est ça le vrai problème avec cette équipe. Elle peut être hyper disciplinée, même off-ball. En termes d'aide, même avec l'absence de Porzingis, il y a quand même Tatum qui est excellent en aide. Surtout Ok. quand l'équipe en face met sur le terrain un non-shooter. Tout de suite, ça facilite énormément le travail et Boston va réellement laisser le mec vraiment très très ouvert s'il y a un non-shooter en face et va se régaler en aide et en voilà, Giroux et White, ils sont capables de réellement suivre leurs joueurs dans les écrans, ça c'est pas un souci. C'est plus une question de souvent vouloir accepter le switch pour jamais être en retard sur l'attaquant, toujours anticiper le switch en fait. Parce que c'est un luxe d'avoir autant de joueurs capables de défendre quasiment toutes les positions. Cette année, on a même vu Giroud défendre sur du Embiid en ISO, donc, et de manière volontaire. Ah ouais. Ouais. Après, c'était de la saison régulière, mais Dès le début de match, hein. ouais. C'était voilà, point of attack, Giroud l'idée sur Embiid, mais ça, c'est aussi une symbolique de ce qu'est Boston défensivement. C'est une équipe qui a pas peur du switch en fait. C'est pour ça que je pointais un petit peu à Lorford, qui est pour moi peut-être le seul contre-exemple de ça. Ils ont essayé un petit peu de le cacher enfin de le cacher, de rendre Lorford moins accessible en mismatch après le game 2. Mais en dehors de ça, voilà, c'est une équipe qui a vraiment pas peur du switch, qui va pas facilement créer de décalage à l'adversaire, quoi. Les seuls, ça va être potentiellement si parce que Siakam, comme ça, hein, j'aurais tendance à dire qu'il est plus grand qu'Alorford et Tatum. 2,8 m, théoriquement, ça quand même. Ouais. Et donc si Siakam commence à un petit peu bully à l'intérieur, ça forcera sans doute Boston à vouloir venir en aide. Et s'il y a aucun joueur non shooter sur le terrain à ce moment-là côté Indiana, c'est là où ça va créer des décalages. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, Boston est à l'aise avec le 1 contre 1, vraiment. Moi, pour répondre à ta question, si ouais, donc je la répète, si Boston est à l'aise sur tout ce qui est décalage, switch, etc. Pour moi, comme tu l'as dit, Thomas, c'est un grand oui. Et c'est ce qui me fait peur en partie. C'est comme tu l'as dit, si Web, Pacers sont une attaque de mouvement, mais en fait, la défense des Celtics est tellement disciplinée que bah, pour trouver l'espace, faut vraiment faire la bonne passe, tu vois. On a Tyrese Haliburton qui est un génie du playmaking, mais sur la saison régulière, qui est un échantillon, peut-être pas parfait, mais qui en est un, on a vu qu'on a parfois galéré à trouver ces espaces, en fait, tout simplement. Défensivement, Boston, c'est peut-être l'équipe qui m'inquiète le plus, en tout cas. Et même si on arrive à trouver un switch volontaire, en plus, comme tu l'expliques, Thomas, que ce soit par exemple à Alorford, mais en fait, la rotation, si Tyrese décide de drive, t'as tellement trois bons défenseurs off-ball en la personne de Jrue Holiday, Derrick White et Jason Tatum, que le déplacement, tu sais, les stunts pour arrêter le drive ou vraiment le compliqué de Tyrese Haliburton, bah, ça sera fait en fait. Et en plus, déjà, qui ne va pas tant que ça au cercle, moi j'ai peur que dans cette série, et c'est ce que je lui reproche un peu, Tyrese Haliburton ne soit pas beaucoup responsabilisé au scoring, à l'image bah, des matchs, des mauvais matchs qu'il a fait dans ce secteur du jeu, quoi. J'ai peur que la défense des Celtics soit vraiment un frein à son jeu, tout simplement.
Je pense qu'au niveau du playmaking, il sera quand même bon parce que on parle de Tyrese Haliburton, mais au niveau du scoring, ça sera le pull-up, quoi, tout simplement. Peut-être pour rebondir sur ça, pour une dernière question pour la défense des Celtics, c'est que Tyrese aura peut-être du mal offensivement, mais un des trucs qui pourrait l'aider, c'est le fameux pick and roll et pick and pop entre Mastoner et Tyrese, qui est quelque chose de très efficace et qui a beaucoup été utilisé en pick and pop. Donc c'est-à-dire avec Turner qui pose l'écran, qui reste à la ligne à 3 points pour punir à 3 points, et qui a bien marché. Mastoner, il tire à 45% sur les playoffs, souvent en grande partie parce qu'on a affronté Brook Lopez, par exemple, qui est un joueur qui est assez âgé, qui bouge pas très bien et qui a tendance à défendre en drop, donc plutôt essayer de protéger la raquette. Isaiah Hartenstein qui n'avait pas forcément cette rigueur non plus de directement partir sur les pick and pop. Et là, potentiellement, sur le début de la série, on va se retrouver un Al Horford. Je sais pas à quel point peut-être Kevin, quel point est-ce que Al Horford pourrait réussir à faire cet effort sur la défense de pick and roll. Est-ce que c'est un joueur qui est bon pour le défendre des écrans? Est-ce qu'il serait capable d'aller faire chier Mastoner à 3 points en sortie d'écran, par exemple? C'est une bonne question, et là encore je vais parler sous le contrôle de Thomas. Je serais plutôt de tendance à dire non, étant donné son âge. Mais il peut parfois faire le taf. Il y a des fois où on le voit sortir à 3 points, il y a des fois où on le voit sur certains mismatchs défendre et il fait toujours plutôt bien le taf. Meisterner, pas Meisterner, mais alors Ford, ça a toujours été un pivot qui adore faire chez les pivots adverses. Il y a des différents exemples. Joel Embiid, qui s'est toujours craqué les dents et bon sang que c'est un plaisir à chaque fois. Giannis, effectivement, Giannis, notamment en 2021, qui, malgré le fait qu'il nous a sorti quelques masterclass, a été très bien contenu par Al Horford. Donc, à l'intérieur, certes, Al Horford commence à prendre sacrément de l'âge, hein, on va pas se mentir, mais il va poser des problèmes à Meisterner. Ça, c'est quasi sûr et certain. Un peu dans l'exemple en 2019, je crois qu'Al Horford était chez nous, si mes souvenirs sont bons, et où il défendait sur Meisterner. Alors après, forcément, c'est 5 ans après, les choses ont forcément changé. Ouais. Ce sera sûrement pas un sweep, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'il va poser des problèmes à Meisterner et il faudra surveiller un petit peu cette confrontation entre les deux. Mais vous parlez de votre relation 1-5, je pense que la nôtre va aussi être très intéressante parce que on parle beaucoup de Tatum, on parle beaucoup de Brown, mais imaginons si Kristaps Porzingis revienne, il y a une très très belle alchimie avec Jalen Brown notamment. Donc ça c'est potentiellement quand Porzingis reviendra, mais la relation Oui. Brown-Porzingis va être extrêmement à surveiller à partir du Game 3 en fonction évidemment de la santé de Kristaps. Ouais, clairement. Cette relation-là, d'ailleurs, dont tu parles, clairement, j'allais la pointer aussi parce qu'elle fait. Voilà, Brown n'est même pas la moitié du playmaker qu'était Rhys Haliburton. Mais cette relation-là, 1-5 avec beaucoup de pop, c'est quelque chose qu'on connaît à Boston avec Porzingis. Et pour répondre à la question du drop ou de la manière de défendre Turner, avec Porzingis dans le 5, ça aurait été énormément de drop parce qu'il est peu à l'aise quand même à l'extérieur, il évite d'y aller. Et le plan de jeu, c'est clairement de faire du drop. Après, on n'a pas encore rencontré non plus d'intérieur qui shoot à 45% à 3 points. Mais Al Horford est beaucoup plus capable déjà sur le périmètre. Mais pareil, encore une fois, le fait de jouer depuis maintenant une série et demie, 35 minutes par match à son âge, les efforts vont être moins importants. On va essayer de le ménager en défense un petit peu. Donc essayer de le faire un peu moins sortir, de pas sortir complètement. Et donc si Miles Turner se retrouve un bon mètre derrière la ligne, il sera grand ouvert. Moi, je Ok. Moi, je pense vraiment que Miles Turner pourrait être vraiment la clé de la série côté Pacers. Et je trouve ça vraiment intéressant d'ailleurs, cette attaque un peu miroir hein, entre les Pacers et Celtics. Cette attaque miroir structurelle seulement, parce que les tendances de tir ne sont pas les mêmes, mais avec ces five out permanents, j'ai envie de dire. Côté Pacers, il y a juste la présence d'Isaiah Jackson qui pourrait l'annihiler, mais à voir s'il jouera sur cette série. De votre côté, de tête, il n'y a aucun non-shooter, on est d'accord, Il y a dans que la Luke rotation. Cornet, mais Oui, c'est vrai. sur les playoffs, C'est c'est vrai. 10-15 minutes. Je sais pas, Isaiah Jackson, je sais pas à quel point s'il jouait autant, je crois pas. Mais oui, il y a que Luke Cornet, un petit peu Tillman, quand même. Mais Tillman, il a vraiment joué que dans les blowouts. D'ailleurs, Tillman joue. Il a Ouais, joué c'est que dans ça. les blowouts, ouais. Ça m'a étonné qu'il ne joue pas plus que ça. Hmm. Notamment les deux contre les Cavs, Ouais, les c'est deux clair. premiers matchs. Mais pour revenir à Mastoner, je pense qu'il est important de noter que son record en carrière a été fait contre Boston il y a un peu plus d'un an, le 23 février, où il a fini avec 40 points à 13 sur 15 au tir, dont 8 sur 10 à 3 points. Donc on a vu qu'il avait réussi parfois à punir un peu cette défense de Boston. Après, est-ce qu'il arrivera à le répliquer sur une série de playoffs? Ça, c'est
plus difficile à voir, donc il va prendre des ajustements, mais c'est une piste qui peut nous donner espoir. Côté Pacers, Miles Turner a réussi à le faire, plutôt bien d'ailleurs. Son meilleur match en carrière est contre Boston, qui pourtant est une bonne défense déjà l'année dernière, donc c'est encourageant. J'aimerais évoquer le cas Jason Tatum, qui a clairement les armes pour être le meilleur joueur de la série, et de loin. Vous pensez quoi de ces playoffs pour l'instant? Oh, bonne question. Je sais que énormément sur le Twitter, si vous êtes sur Twitter, vous l'avez peut-être vu, ont critiqué Jason Tatum sur sa production offensive. Pour moi, Jason Tatum, c'est plutôt muet en facilitateur que en finisseur. Dans le sens où, contre le Heat, je l'expliquais, il y avait le plan de Spoelstra d'empêcher Tatum de commencer à s'enflammer, un plan qui a été mené d'ailleurs à la perfection, il faut quand même le rappeler. Il a plutôt facilité le jeu et n'a pas tant scoré que ça. Contre les Cavs, sur les 2 derniers matchs, il a scoré. Il a d'ailleurs son dernier match en Game 5 où il tourne à 57% au shoot, qui est pour moi, et Thomas confirmera ou non, mais pour moi, c'est le match le plus abouti de Jason Tatum sur ses playoffs. Il a la capacité d'être les deux, d'être facilitateur et d'être finisseur. Il a développé quelque chose à la création depuis désormais 1 ou 2 ans. Donc, pour ma part, je suis quand même relativement satisfait de ce que fait Jason Tatum. Et contre Indiana, ça va dépendre de ce que va proposer Rick Carlisle, mais pour moi, il va être l'une des clés de la série parce qu'un Jason Tatum en forme, et forcément, les chances d'Indiana vont clairement baisser parce que derrière Jason Tatum, c'est l'équipe qui va suivre. Et donc, notamment avec Jrue Holiday qui lui facilitera la tâche, ce genre de choses. Donc, ça va être intéressant, mais il peut jouer les deux façons de jouer. Et pour moi, là, il est vraiment dans le mood aller au titre. Il est vraiment dans cet esprit, je ne force pas mon jeu, je veux aller au titre. Et s'il faut que je marque moins de points, je marque moins de points. Et donc, je suis personnellement satisfait, même s'il y a des choses sur certains matchs où ça m'énerve, notamment cette capacité à des fois forcer les shoots. Mais bon, c'est du Jason Tatum, donc on commence à être un petit peu habitué. Mais sinon, je suis quand même assez satisfait. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis pas complètement d'accord. Peut-être je suis exigeant, je sais pas. Mais en même temps, on parle de ce genre de joueurs-là avec lesquels on est en droit, je pense, d'être exigeant. Voilà, 24 points, c'est pas scandaleux, il y a pas de. Moi, c'est plus, ouais, c'est un excellent facilitateur là sur ses playoffs. Il accepte le rôle et vraiment, il est leader par l'exemple. À la seule nuance que les shoots. Alors, il prend des shoots difficiles, il prend souvent des shoots de fin de possession. Voilà, on vient vers lui quand ça galère. On en a déjà parlé, voilà, les ISO un petit peu en fin de match quand c'est tendu, on sait pas quoi faire. Voilà, c'est on lui file la balle et il se débrouille. Donc forcément, ça fait baisser les pourcentages, mais au-delà de ça, les choix au scoring individuel sont pas forcément bons. Et là, l'échantillon est hyper faible, mais il y a clairement du mieux sur les 2 derniers matchs. Au-delà du scoring, c'est la manière qui est différente. Donc à voir si ça va se poursuivre. Est-ce que voilà, c'était un démarrage difficile lié au fait que la fin de saison était longue et que ça jouait pas à 100% clairement côté Boston? Parce que voilà, c'était une difficulté à se remettre en ordre de marche et à 100%, à se remettre dedans niveau scoring. Et que là, ça y est, c'est enclenché. C'est quelque chose que je vais surveiller moi clairement sur cette série et voir si c'était juste un feu de paille de 2 matchs ou un petit mieux de 2 matchs et il va retomber dans ses travers un petit peu au scoring de pas toujours prendre les bons shoots. Parce que quand on a besoin de lui, pour l'instant, il répond sans répondre. Moins qu'avant, en tout cas. Où, par exemple, voilà, l'année dernière, les playoffs individuels de Tatum sont excellentes. Et même l'année d'avant encore. Et même quand on sort au premier tour face aux Nets, il sort de 3 campagnes de playoffs qui sont individuellement beaucoup très abouties. Alors oui, il y a les finales, voilà, face aux Warriors, mais où on retrouve un peu le même schéma que là, ce qu'on a sur ce début de playoff. Un peu moins de scoring, un peu plus emprunté, je trouve. Voilà, à voir si voilà, il va revenir sur la forme des 2 derniers matchs ou pas, quoi. Quel Tatum on va avoir. Pour appuyer vos propos, le volume de responsabilité est toujours très élevé pour Jason Tatum, donc c'est pas. On pointe le fait qu'il score moins, mais en tout cas, les responsabilités sont encore là pour lui. Son assist par usage a augmenté, donc pour évoquer le côté passeur,
facilitateur dont vous parlez. Et en plus, il perd moins de ballons qu'en saison régulière, donc il fait vraiment bien. C'est vraiment au niveau de l'efficacité que ça coince pour l'instant. C'est toujours le forward qui prend le plus de paniers non assistés, hein. Donc Thomas, tu le disais, tu sais, des tirs en fin de possession, tout ça, ça impacte tout ça, bien sûr. Au niveau de sa répartition des tirs, ça a un peu changé. Il prend plus de tirs à mi-distance, moins de 3 points. C'est un des joueurs qui continue à aller au cercle malgré tout. Et quand il le fait, c'est toujours très bien. C'est surtout le shot making qui ne rentre pas, hein. Parce que quand il va au cercle, ça rentre. Quand il s'élève, malheureusement pour l'instant pour vous, ça ne rentre pas. Moi, c'est un point qui me fait très peur avec Jason Tatum. J'aime énormément son shot making. Pour l'instant, dans ces playoffs où ça va, vous êtes plutôt tranquille au niveau des résultats, c'est pas rentré. Au moment des décisifs, ça pourrait faire la différence. Et pour retrouver le Jason Tatum de la saison régulière qui est élite. Et pour finir, quand il va au cercle, en plus de mettre le ballon dans le panier, pardon, il provoque très souvent la faute. C'est le forward qui provoque le plus de fautes sur ces playoffs, avec un 16,7% de shooting fall percentage. Donc c'est énorme pour vous. Vous pouvez vous reposer au moins sur ce point. Et je mets en corrélation le fait que les Pacers sont l'équipe qui encaisse le plus de fautes. Donc voilà. Aussi un point clé de cette série. Si je peux me faire un peu l'avocat des zones Tatum, justement, c'est qu'il a des raisons de faire des bonnes séries. Continue là, cette saison en série régulière, il a été très très bon. Honnêtement, c'est le joueur où je me suis plus dit, en le voyant, en fait, Indiana n'a juste aucune manière de le répondre. Parce que, surtout avant l'arrivée de Siakam, on mettait Aaron Nesmith sur lui en défense, faute de pouvoir mettre Obi Toppin. Et Jason Tatum, coup sur coup, des paniers en isolation. Indiana n'avait vraiment aucun moyen de l'arrêter. Il allait dans ses zones préférentielles, il mettait les tirs, et donc il fait 4 matchs contre Indiana où il finit à 32,5 points de moyenne, à 50% de loin, ce qui est totalement absurde sur des aussi gros volumes. Et même sur des distances, il était très bon. Donc peut-être que si Indiana est vraiment une équipe qu'il apprécie jouer et qui a peine à le défendre, ça peut marcher. Mais maintenant, il y a Pascal Siakam aussi. Pour moi, ça va être un des points importants. Je ne sais pas. J'ai trop peu vu Pascal Siakam jouer ce genre de profil pour savoir si il est capable de ralentir Jason Tatum sur des isolations, par exemple. Je trouve que Pascal Siakam est pas mauvais sur l'isolation pour défendre. Il a des bras assez longs pour venir un peu gêner, mais je ne sais pas. Tatum est très très fort et il a montré sur la saison régulière que personne à Indiana arrivé à l'arrêter. Que Siakam va y arriver ou au moins à le ralentir, hein, c'est un peu une grosse question que je me pose. Et ça va être très intéressant à voir pour ce coup-là parce que avec le spacing de Boston, tu vas difficilement pouvoir mettre des prises à deux sur Tatum. Bah, tu vois, C-Web, ça nous rappelle le profil qu'on a affronté au premier tour, Chris Middleton, où on a eu énormément de mal à l'arrêter. Chris Middleton qui trouvait vraiment beaucoup d'ISO face à Aaron Nesmith, qui lui est plutôt un défenseur d'impact physique. Et par exemple sur Brunson, il a été super parce que dimension physique pour contrer celle de Brunson et en plus la longueur. Là, Jason Tatum te rend 6-7 cm. L'impact physique, je trouve que justement ne l'impacte pas tant que ça. Oui, voilà. Et comme tu le disais, Pascal Siakam, moi j'avais milité pour voir du Siakam sur Middleton, parce que la longueur de bras, la taille, je pense que, après je suis pas coach bien sûr, mais je pense que ça aurait pu faire une petite différence, même si sa défense on-ball, j'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts, j'aime pas tant que ça, mais au moins la longueur, quoi. Je pense que ça peut être pareil pour Jason Tatum, qui est un meilleur joueur bien sûr que Chris Middleton. Chris Middleton est vraiment en mission pour le coup. On sentait vraiment qu'il y avait il était tête dans l'écran sur ses playoffs. Et donc, si Tatum arrive à se mettre dans le même mode, la même configuration que Chris Middleton mentalement, en mode je veux porter cette équipe, je vois pas de raison pour lesquelles il n'arriverait pas à avoir un gros impact sur la série. Et un impact où Indiana se retrouve très vite à court de solution, ou alors il faut que Indiana lâche sur un autre plan de jeu et c'est pas forcément rentable, quoi. On peut brièvement passer à les motifs d'espoir, on va dire, les raisons d'espérer pour les deux équipes. Je vais vous laisser commencer. Kevin, je te donne la parole. Ouais, motif d'espoir. Je vais peut-être parler d'abord des Celtics et après parler des Pacers, parce que je peux quand même donner mon avis sur vous. Oui, bien sûr. Les Celtics, parce que sur le papier, on est l'équipe la plus forte. Déjà, on l'a déjà dit, on possède beaucoup plus d'armes.
offensivement et défensivement. On a parlé de Jason Tatum, on a parlé de Jaylen Brown, on a parlé d'Al Horford, on a parlé de Kristaps Porzingis, brièvement également de Derrick White, qui est possiblement l'un des meilleurs role-players de la ligue, puisque le chauve divin est capable de faire divin chauve, excusez-moi, est capable de faire des choses exceptionnelles à 3 points ou à mi-distance. Jrue Holiday, on parle pas assez de Jrue Holiday, mais il s'est vraiment mué dans une moindre responsabilité, mais il est capable de sortir de très gros matchs. On l'a vu contre le Heat, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Game 4, où Jrue Holiday sort un très gros match en accompagnement de Tatum et de Brown, justement. Il est capable de très bien shooter à 3 points. Je savais plus les stats, mais je crois qu'à un moment, il tournait aux alentours de 45% à 3 points, donc ça va être également une menace à 3 points. Donc forcément, si on arrive à prendre au sérieux cette série, si on est capable de rentrer nos shoots, pour moi, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à conclure ça vite. Bien sûr, après, pour Indiana, pour moi, les principaux motifs d'espoir, ça va être le fait que cette équipe est quand même assez, pour moi, un peu exceptionnelle dans le sens où elle est capable de faire de très très belles choses. Elle a Tyrese Haliburton qui est un playmaker, vous l'avez dit, exceptionnel. Siakam qui à mi-distance c'est quand même une arme très redoutable et d'ailleurs ce sera une clé de la défense sur Siakam va être une vraie clé de cette série. Il va falloir apprendre comment arriver à apprendre Siakam. Alors ça peut être Jaylen Brown ou peut-être pas Jaylen Brown mais peut-être Jason Tatum, à voir qui prendra Siakam, mais il va falloir arriver à le contester à mi-distance, ça sera vraiment une clé. Puis évidemment, si Tyrese arrive à toujours faire des choses exceptionnelles, que ce soit à la passe et en plus il prend des shoots et il les met comme au Game 7 où c'était vraiment une orgie offensive, quelque chose d'exceptionnel à regarder, bah, c'est un vrai motif d'espoir. Et puis aussi que les Celtics, jusqu'à maintenant, n'ont pas réussi à vraiment élever le curseur à un niveau qu'on se dit, vas-y, ils sont imprenables. Ils arrivent toujours, d'une façon ou d'une autre, et c'est très frustrant pour un fan des Celtics, à se rabaisser en quelque sorte, entre guillemets, attention, je dis bien, à être au niveau de l'adversaire, mais pas à faire plus qu'il ne faudrait faire. Ils sont vraiment à ce point, on fait le minimum syndical. Donc c'est un vrai motif d'espoir pour Indiana, parce que si Boston n'arrive pas à jouer correctement de cette façon, il n'arrive pas à être plus sérieux, Indiana peut clairement saisir sa chance et attaquer sur des points forts. Puis le banc, et puis aussi votre banc est très rempli, et puis Aaron Smith, bon voilà, j'ai très très peur d'Aaron Smith pour être honnête, de l'ancien des Celtics qui vient commencer à faire des difficultés à Boston, surtout qu'il l'a fait durant cette saison. Donc aussi envie de voir Aaron Smith sur cette série, ça va être vraiment très intéressant. Vraiment, il y a plein de choses qui m'intéressent sur cette série. Je pense que un suiveur de basket va vraiment prendre du plaisir à voir cette série. Parfait, merci beaucoup. Peut-être Thomas, tu veux enchaîner ou... Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais je vais rebondir sur la fin. La série est clairement hyper intrigante. Je sais pas combien de fois on a dit c'est la clé de la série. Mais on l'a dit un paquet de fois. Parce qu'il y a tellement d'oppositions qui s'embêtent justement la clé du match à chaque fois. Enfin, on a parlé de Miles Turner, on a parlé de Siakam, on a parlé... Enfin, il y a tellement de choses à pointer et à observer. Voilà, je pense que la suffisance des Celtics est clairement un motif d'espoir pour les Pacers. Et voilà, je pense qu'il y a bien une équipe dans cette ligue qui est capable sur plusieurs matchs de mettre des vrais runs à Boston et d'être capable de dicter les rythmes et d'outscorer vraiment les Celtics sur plusieurs matchs, bah, c'est bien Indiana, je pense. Je pense qu'il y a vraiment que Indiana qui est capable sur la longueur de le faire. Donc ça, c'est un vrai motif d'espoir, c'est que voilà, Indiana se ramène avec une qualité élite meilleure que Boston. Ce qui est pas si simple que ça finalement à faire quand on regarde les ratings de saison régulière. Je suis assez d'accord. Moi, j'entends, c'est-à-dire que s'il y a une clé pour Indiana, c'est que Indiana a vraiment montré sur ces playoffs quelque chose d'assez exceptionnel pour cette équipe assez jeune, c'est que elle est vraiment là pour faire des différences, pour se battre. Et c'est une équipe qui a joué tous les matchs, 48 minutes de la première à la dernière, qui se donne, qui se bat. Et je pense que c'est quelque chose, comme vous avez dit, ça peut un peu faire du mal à cette nonchalance de Boston. C'est une équipe qui pourrait surprendre Boston sur un premier match, par exemple, parce qu'Indiana est vraiment très concentré sur ses playoffs. Mais c'est sûr que Boston a vraiment beaucoup de techniques et sur le papier de force pour pouvoir aller faire chier cette défense des Pacers qui est pas très très bonne. Et un second point que j'aimerais peut-être évoquer un peu, qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est pour moi le coaching. J'ai dit sur Twitter, j'ai vraiment adoré ce qu'a proposé Rick Carlisle contre la série sur les Knicks.
C'est une série où il n'y a jamais 2 matchs où c'était les mêmes stratégies à chaque fois. Rick Carlisle trouvait des adaptations, forçait les Knicks à jouer différent d'un match sur l'autre. Et je pense que plus la série peut durer, plus Rick Carlisle va comme continuer à s'adapter et il faudra voir si les Boston arrivent à répondre à ces adaptations parce que on l'a vu, hein, les premiers matchs de la série Pacers-Knicks ont été les plus compliqués pour les Pacers, mais derrière il y a eu des très bons ajustements, des changements défensifs, des switches qui ont permis à Indiana sur le papier d'avoir une défense bien plus chiante à jouer. Donc je pense que Rick Carlisle peut aussi faire des différences et c'est vraiment une série qui me semble dans les mains de Boston sur le coup. Si Boston arrive à avoir un niveau offensif très bon et à répondre aux attaques stratégiques d'Indiana, j'ai du mal à voir cette équipe des Boston perdre. Mais Indiana va mettre beaucoup d'obstacles et ce sera à Boston de répondre. Sur la question des adaptations, il y a un an, je pense que le petit passage que tu as fait sur Rick Carlisle aurait fait stresser n'importe quel fan des Celtics. Mais sur ces playoffs-là, Mazzulla, honnêtement, c'est loin d'être les matchs les plus critiquables de sa carrière. À chaque fois, il a su répondre après le Game 2, parce que du coup, on a perdu les 2 Game 2 à la maison. Et à chaque fois, il a su répondre avec une stratégie un peu différente, Ok. se rendre compte de ses erreurs du Game 2 et répondre avec quelque chose d'autre. Après, je pense que de toute manière, il part quand même avec un désavantage rien qu'au niveau d'expérience par rapport à Rick Carlisle. Et voilà, je pense que le plan de Boston, en fait, est tellement évident que c'est plus compliqué de s'adapter. Donc à voir, mais ça va être ouais, très intéressant à suivre aussi la bataille des bancs. Enfin, des bancs des coachs. Moi, pour mes motifs d'espoir, j'aime le fait qu'on va vraiment rester sur un schéma classique défensif qu'on a pu observer en saison régulière. Sans manquer de respect à Jason Tatum, je pense qu'il apporte moins de gravité sur nos défenseurs qu'un Jalen Brunson et un Damian Lillard, où les aides étaient à ce point prononcées souvent. Et c'est, comme j'expliquais, notre défense off-ball, bah, on est vite puni sur des déplacements comme ça. Si on reste sur du schéma classique, donc le drop, où on génère pas de switch, où on essaye de naviguer assez bien les écrans, etc., je pense que bah, défensivement, ça pourrait tenir. La bataille du rebond, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu du côté face aux Knicks. Les Celtics restent une très forte équipe hein, quand même dans ce domaine-là. Mais je pense pas qu'il y aurait tant de prolongation de possession que ça de votre côté. Au niveau des ballons perdus, donc les Pacers sont clairement l'équipe qui en perd le moins. Et de ce que j'ai vu, au niveau des interceptions, Boston n'en fait pas tant que ça. Donc on aura vraiment la possibilité de finir les possessions par un tir, au moins. C'est vraiment le but recherché, finir la possession par un tir. Après, bien sûr, bah, la variance du tir, je rentrerai en compte, mais le plus de possessions possible, de par le rythme, les transitions, et le plus de fois où on finit par un tir, c'est si on arrive vraiment à trouver cette formule durant la série, je pense que ça peut être un bon game changer qui va dans notre sens. Et je l'ai dit, le rythme aussi, hein. Continuer à mettre ce rythme, essayer, entre guillemets, d'embobiner les Celtics pour qu'ils veuillent aussi répondre par ego de temps en temps sur ce point-là et qu'on puisse gagner sur ça aussi. La présence de Pascal Siakam qui va être aussi décisive. J'aime beaucoup son apport depuis son arrivée, hein. Il apporte vraiment de l'alternance offensive, qu'on était vraiment axé sur le tir au cercle à 3 points au début de saison. Lui, il apporte vraiment ce jeu à mi-distance qui était déjà là avec TJ McConnell, mais en plus de Pascal Siakam, c'est un autre type de tir à mi-distance. C'est vraiment au-dessus du défenseur. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. Notre trio Haliburton, Siakam, Turner est peut-être sous-coté de par les noms, mais en tout cas sur ces playoffs, il fait vraiment le job et il est surtout ultra complémentaire. J'ai de bon espoir en tout cas, peut-être pas jusqu'à la victoire, on va évoquer le pronostic d'ailleurs, mais il y a quand même des points assez rassurants de notre côté. Et d'ailleurs, si ça vous va, on peut passer au pronostic. À partir de ça, si Kevin ou Thomas, vous avez des questions sur l'équipe des Pacers, des choses que vous aimeriez savoir. Non, peut-être rajouter sur le point de la pace dont tu parlais très très bien, Logan, puisque vous êtes une équipe qui mettait extrêmement d'intensité, qui allait très 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 vite en contre-attaque. Ça s'est vu contre les Knicks. Je pense que à force vous les avez tellement épuisés et plus les blessures des joueurs des Knicks qu'au bout d'un moment bah, ils en pouvaient plus. J'aimerais juste dire, et on en discutait justement avec C-Web hier quand on regardait le match ensemble, que les Celtics ont été une des rares équipes à être capable de répondre à cette pace des Pacers en faisant de même. Et c'est un point qui quand même est à souligner parce que cette équipe est capable de répondre et est capable de ne pas trop se faire
largués par les Pacers, c'est d'être capable de réagir au rythme extrêmement rapide et digne un petit peu des 6 secondes de Mike D'Antoni en jouant pareil. Donc ça aussi, ça va être intéressant à observer. Est-ce que les Celtics sont toujours capables de répondre à ce rythme? Est-ce qu'ils vont préférer poser le jeu afin de plus organiser le jeu et de trouver les espaces? Pour moi, ce sera un mix des deux. Et à mon avis, les clés, ça va être la défense des deux côtés sur les paces rapides. Et si Indiana rentre dans ce jeu, attention à bien répondre à Boston s'ils se mettent à faire pareil. Et puis nous également, il va falloir être sérieux de A à Z et ne pas laisser trop de possibilités de contre-attaque rapide à Indiana. Bon, bah du coup, une fois qu'on a bien parlé pendant 1 heure, on va pouvoir passer au pronostic. Parce que c'est un peu pour ça que tout le monde est là, je pense, pour savoir un peu, pour voir nos avis, pour écouter nos avis sur la série. Thomas, je vais te lancer, tu seras le premier, désolé, hein, je te jette un peu en pâture, mais un petit pronostic en 2 minutes. Qui, selon toi, gagne la série? Qu'est-ce que tu attends? Comment tu penses que ça va se passer? Je vois bien un 4-2 Boston. Attention à ta réponse. J'aurais eu tendance à dire 4-1, histoire de faire la blague, on perd encore le game 2, mais je pense pas. Enfin, on peut très bien perdre le game 2. D'ailleurs, je pense qu'on va en perdre un à la maison. Un des deux premiers, soit la surprise, voilà, le game 1, soit refaire le même coup et perdre le game 2. Je pense que ça va être une série beaucoup plus compliquée que les deux premières pour les Celtics. Ouais, c'est des équipes qui, voilà, Logan le disait tout à l'heure, un petit peu en miroir. En tout cas, dans la manière d'opérer à la base, la philosophie un petit peu. Même si la finalité est différente. Voilà, la clé pour moi, ça va être vraiment, vraiment la capacité de Boston à mettre des stops et à enchaîner les stops face aux Pacers, à complètement les annihiler sur quelques séquences et pouvoir de l'autre côté accélérer et mettre des runs qui vont être après inarrêtables en ralentissant un peu derrière. Voilà, j'aurais tendance à dire 4-2, Boston qui finit à Indiana. Voilà, en perdant l'avantage du terrain à domicile et en le reprenant au Game 6. Ok, impeccable. Kevin, toi, quel est ton avis? Alors, ce qui va être intéressant, c'est le fait qu'effectivement, c'est ce foutu Game 2 qui va encore nous foutre les stress et nous énerver. Je crois que Thomas l'a très bien dit. Pour la blague, j'aurais exactement dit 4-1, mais je vais pas dire 4-1 pour les Celtics. Je pense aussi qu'on risque de perdre un match à domicile. Est-ce que ce sera le Game 1 ou est-ce que ce sera ce foutu Game 2 parce on s'est encore soit pris une orgie au shoot de la part des Pacers digne d'un Game 7 face aux Knicks ou parce qu'on n'aura pas été assez sérieux et qu'on aura pris le morceau trop facilement. À voir. Pour moi, il faut clairement pas qu'on prenne les Pacers à la légère. Là, je vois déjà dans la commune les gens qui sont déjà en train de penser au potentiel final NBA face aux Wolves. Je suis déjà, j'aime pas prendre les matchs et passer une série avant même qu'elle se dispute. Et pour moi, Indiana peut clairement nous poser des difficultés parce qu'ils sont sur le rythme, ils vont tout donner. Certes, ils ont bien plus de matchs que nous. Ils ont 3 matchs de plus que nous. Vous avez 3 matchs de plus que nous, du coup. Mais ça change rien au fait que vous êtes dans le rythme et que vous êtes prêts à tout donner et que en plus, vous avez cette fougue de la jeunesse qui est extrêmement difficile à prendre, extrêmement difficile à juger. Par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais perdu à l'extérieur sur ces playoffs. À Miami, on prend 2 matchs. À Cleveland, on prend 2 matchs. Ce qui est un petit peu d'ailleurs marrant, puisque c'est un peu à l'opposé de cette saison, où on est quasiment invincible à domicile et à l'extérieur, voilà. Donc, pour conclure tout ça, et devant le fait que pour moi on est quand même plus fort, mais que Indiana va nous poser des problèmes au point de soit nous sortir un match avec une grosse performance ou un match où on n'arrive pas à contenir un Tyrese ou un Pascal Siakam. Mon pronostic de cette série sera donc un 4-2 pour les Boston Celtics. Ok, 4-2 pour les deux fans de Boston. Logan, à ton tour. 4-0 Pacers froidement. Froidement. Non, je plaisante. Non, on l'a longuement évoqué du coup, tout ce qui pourrait être mis en place tactiquement.
Ça va être très dur. Boston, c'est vraiment un énorme morceau. J'hésite encore au moment où je parle. Pour te répondre, Kevin, vous avez tout gagné à l'extérieur. Nous, on n'a rien perdu à domicile. Donc déjà, ce petit sujet est assez drôle. Je vais pronostiquer une série en 6 en faveur des Celtics. Oh. J'ai hésité avec le Game 7 parce que on parle d'une équipe qui n'a vraiment aucune pression en équipe des Pacers. Une équipe qui sait s'ajuster, pardon. Une équipe avec énormément de profondeur. On n'a pas encore rencontré une défense à ce point forte. Je pense que ça va vraiment nous impacter et j'ai confiance hein, en cette équipe, mais ça va être compliqué de se défaire de cette défense avec les éléments présents et surtout que c'est pas un 2 3 c'est 5 quoi. Donc c'est compliqué. Je vois les Celtics en 6. Ok, à mon tour. Bon, bah, 4-3 Pacers, let's go. On y va. Let's go. J'ai envie de croire que. Bon, encore une fois, je vais dire la même chose que mon Enix, c'est clairement pas le scénario le plus probable. C'est pas clairement pas le scénario que je pronostique en premier, mais c'est un scénario auquel je crois. Je pense qu'Indiana là, vient de se taper les Knicks, qui est vraiment une match-up chiante avec des gars qui répondent H24. Je pense que vraiment, cette équipe des Pacers est dans la zone. Elle est à fond, elle vient de se taper des adversaires compliqués. Elle va arriver en pleine forme et à fond aussi contre cette équipe des Celtics qui, elle, de son côté, s'est peut-être un peu reposée sur ses lauriers et pourrait prendre un peu de haut cette équipe des Pacers, qui pour moi serait vraiment une erreur de la part de Boston. Donc j'ai envie de croire que Indiana peut commencer très très fort la série et mettre un petit coup sur Boston. Et voilà, y arriver avec des orgies offensives comme on a pu le voir 2 ou 3 contre les Knicks. Mais encore une fois, c'est pas le scénario le plus probable. Et je voulais aussi dire que je pense que quoi qu'il arrive, même si les Celtics passent, que ce sera un très bon test pour eux et que ce sera une vraie équipe pour les former à jouer en finale parce que c'est une équipe qui va jouer dur tous les matchs, qui va courir, qui va mettre de l'intensité, de l'énergie. Et je pense que si Boston gagne en jouant bien, ça peut vraiment être une belle clé qui pourra leur permettre de leur donner un bel élan pour des finales. Mais j'ai quand même envie de croire aux Pacers contre toute attente parce que j'ai vu ces gars-là et ce que ces gars ont proposé sur ces playoffs, c'était vraiment très très fort, un très grand sérieux, une application des consignes des coachs qui était vraiment très bonne et il faudra que Boston soit concentré de bout en bout sur cette série et sache répondre aux à-coups. Donc 4-3 Pacers, je reste là-dessus. Eh bien, je signe tout de suite. Ouais, moi je suis un petit peu inquiet parce que si mes souvenirs sont bons, jusqu'à le début des séries, jamais si Webb s'est trompé. Donc, Ah non, ici je suis à deux sur deux. mon Dieu, j'ai peur là. Bah, j'espère que ça va continuer comme ça de notre côté et malheureusement pour vous, du coup. Oui, c'est ça, pas moi du coup. Indiana en finale, preview de 3 heures, préparez-vous. 6 ans, 6 ans. 6 ans. Plutôt 10 ans, puisque attends, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en finale NBA au hasard? C'était il y a 10 ans. La fois d'avant, c'était. Ah, tu parles de finale Non, NBA ou. Finale NBA, NBA, c'est finale de conférence, c'était avec Ah, Paul George. c'était en 2000. 2000. En 2000, donc il y a 24 ans. Reggie Miller. Ok, waouh. Exactement. C'est la dernière fois et c'est aussi la seule fois, hein, pour le coup. Eh oui. Après, triple titre en NBA, c'est pas rien. C'est vrai. Et j'ai vu le tweet passer comme quoi. Donc la dernière finale de conf datait d'il y a 10 ans, du coup. Donc celle d'avant, c'était il y a 10 ans, en 2004. Et celle d'avant, c'était il y a 10 ans, en 94. Donc profitez bien de ces finales de conf et à dans 10 ans. Parce que- En tout cas, la série approche à grands pas. Et donc c'est dans la nuit de mardi à mercredi, si je dis pas de bêtises, si web, Oui, à 2 heures du matin. à 2 heures du matin. Donc tu seras sûrement là pour live tweet, Évidemment. évidemment. Et cette preview sera, normalement, sortie le lundi, donc vous aurez le temps d'écouter. Et si vous en êtes jusque-là, c'est que vous l'avez écouté. On remercie nos deux fans des Celtics, Kevin et Thomas, d'avoir participé à cette preview. J'espère que ça vous aura plu. Bah avec plaisir. Pour un petit mot de la fin, comme j'ai dit sur Twitter, c'est personnellement ma série de rêve, celle que j'attends depuis très longtemps. Alors je suis très heureux parce que bah les Celtics et forcément les Pacers, puisque
Des fois, bon, j'en fais pas un secret, mais Sibob et moi, on se connaît depuis très longtemps. Donc, Oui. c'est ma série de rêves de pouvoir confronter à l'équipe qui est un peu ma deuxième équipe en NBA après les Celtics. Donc j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de voir ce qui va se passer et, et d'être là devant la télé à rager, à insulter Jason Tatum, à dire que Mazzulla est un coach frauduleux. Probablement, mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la magie de la NBA? C'est de vibrer, c'est d'aimer les choses et parfois les choses sont bien faites puisque aujourd'hui on affronte les Pacers pour une série qui s'annonce excitante même si Boston va gagner et aller en finale NBA. Voilà tout. Un petit mot de la fin, Thomas? Bah ouais, non, en vrai, franchement, merci de l'invitation déjà. Ça fait super plaisir. De rien. Franchement, voilà, pour parler de basketball, de toute façon, c'est toujours un plaisir. Et voilà, hâte de cette série quand même. Déjà parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué, mais même la série au global, elle me donne vraiment envie. Ils sont cool, ces Pacers. C'est vrai. On est passé un peu de la darling de cette saison à un peu la détester. Donc je sais pas si L'ennemi vous... public numéro Ouais, 1. voilà. Je sais pas si vous voyez un peu sur les réseaux. Ouais, Ali Burton n'a pas le droit de trash talk. Euh, ouais, bah, Liberton. tout ça, quoi. Ouais, ouais. Mais Ouais. côté Celtics, c'est aussi pas mal Ah, ça, détesté, nous, donc ça va être un peu. À ça, voilà, je on ne a citerai connu. aucun Enfin, compte. Je couperai ça au montage. Ouais, tu couperas ça au montage, on verra. Non, mais oui, non, on est attendu. On sait que beaucoup de gens ne veulent voir qu'une chose, notre downfall. On le sait très bien. Donc, je pense que Thomas et moi, on prend chaque match humblement. Certains fans des Celtics, probablement pas. C'est ça, c'est notre commu, c'est comme ça, mais ouais, on est aussi un petit peu détesté sur Twitter, donc à mon avis, les gens rejoindront plutôt les Pacers parce qu'ils veulent voir forcément la grosse j'adore. équipe tomber, c'est toujours comme ça. Hmm. Comme les gens étaient à fond avec les Wolves face aux Nuggets et finalement Game 7 gagné par les Wolves. Donc on verra, mais ça va être cool mais j'ai vraiment vraiment hâte de cette série. Ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On sera de retour pour une potentielle finale NBA. Donc cette phrase est folle, hein. Si ça arrive, comme avait dit C-Web au début du podcast, je sais pas ce qu'on fait. Ou sinon, ça sera pour un bilan de saison qui attend depuis maintenant 4 mois, hein, parce qu'on n'était pas censé être là, mais on y est. Donc, à bientôt et let's go Pacers. Voilà. Merci à tous. Et puis, un dernier mot peut-être, rappeler les réseaux de nos invités. Donc Kevin, vous pouvez le retrouver sur The Green Cigar, son compte Twitter. N'hésitez pas à aller vérifier son contenu, qui parle principalement Boston, et aussi sur le roster, encore on l'a dit. Et Thomas, @Joga Bonito, que vous pouvez aussi sur Twitter et sur le roster. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Leurs liens seront dans la description pour que vous puissiez aller voir. Parfois on parle d'autres sports. Hier j'ai parlé de basket 3-3. Thomas des fois Non. parle de Toulouse et je sais qu'il parle parfois de la JAV, donc de la Jeanne d'Arc Vichy. Donc on parle pas que de nos équipes favorites, on parle aussi d'autres équipes et voilà. J'espère que allez voir, n'hésitez pas et bon courage aux deux communes et aux deux équipes. Exactement. Voilà. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve à la prochaine fois. Salut! Salut.